Hello, hello, vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach, préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous une petite étincelle de folie et d'audace, une version un peu frappée de nous-mêmes au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Leurs témoignages au micro du podcast sont de puissantes invitations à passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Génial, et écoute, bienvenue Caro sur le podcast. Plus de 2 ans après ton premier épisode, je suis super content de t'accueillir à nouveau sur Les Frappés. Plein de choses qui se sont passées depuis, j'ai hâte que tu nous racontes tout ça, et en particulier ta dernière grosse, alors ta dernière, tu as eu tellement d'aventures là, tout récemment, mais je pense à la Silk Road notamment, qui est quand même un monstre absolu dans ton univers, donc je pense qu'on en parlera, mais voilà, très content de t'accueillir à nouveau au micro des Frappés. Merci beaucoup Loïc. J'avais pas réalisé que ça faisait 2 ans. Il s'est passé un monde, mais vraiment un monde en 2 ans. C'est clair. Et je me souviens plus sur quoi on avait conclu la dernière fois, donc c'est aussi amusant de continuer notre échange comme ça. Ouais. Écoute, la dernière fois, on avait pas mal parlé d'ultra. D'ailleurs, le lien est en description du premier épisode s'il y en a qui préfèrent aller l'écouter avant d'enchaîner avec celui-ci. Mais on avait parlé d'ultra, de ton approche de l'endurance, comment tu étais arrivé sur du triathlon et du trail à plutôt l'ultra cyclisme. Et puis tu commençais une aventure entrepreneuriale et on était resté pas mal en contact, notamment via l'entrepreneuriat, parce que je lançais aussi un business dans la foulée. On échangeait quand tu étais à Outdoor Sport Valley. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses. Ce que je te propose, c'est justement peut-être de nous résumer un peu qu'est-ce qui t'a occupé sur ces 2-3 dernières années. Alors ces 2 dernières années, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, qu'on a échangé, je pense que j'ai vécu plusieurs échecs, 2 échecs à la suite. J'avais fait l'Atlas Mountain Race pour la première fois et j'y étais allée avec une fatigue extrême et j'avais abandonné. Et je clôturais aussi ma première expérience entrepreneuriale qui s'était terminée dans la douleur. Et du coup, depuis 2 ans, c'est plus une sorte de renaissance et c'est incroyable à quel point je me suis épanouie dans cette renaissance. Puisque il y a 2 ans, j'ai lancé un nouveau projet entrepreneurial avec mon associée Charlotte Jam et on a lancé Bivouac, ça s'écrit avec un K, et on propose des aventures bikepacking partout en France et vers l'Europe. Et du côté sportif, il y a 2 ans, je me suis cassé le genou justement à la fin de cette expérience professionnelle douloureuse. Je pense que c'était un peu le climax d'une fin. J'étais épuisée et le corps se casse quand le mental est épuisé. Vraiment, je pense aussi que ça m'a sauvée, ce genou cassé. Et du coup, je n'ai pas fait de sport pendant longtemps. Pendant 6 mois, 8 mois. J'ai eu une opération, j'ai eu la rééducation. Et 1 an après, j'ai refait l'Atlas. Et c'était un peu retour. Et c'était incroyable. Et j'ai adoré cette course parce que c'était le retour, parce que j'ai senti mon corps en pleine puissance et je sentais que c'était le moment où en fait tout serait aligné. Mais ça a pris du temps, ça a pris presque 1 an quoi. Et là, pareil, la Silk Road, je pense que c'est le climax de ce retour, ou plutôt de cet ancrage dans ma vie présente. Voilà. Ça fait toujours extrêmement plaisir à entendre quand il y a un retour comme ça après des périodes compliquées. Ouais. C'est vrai que j'avais oublié cette phase d'arrêt de sport, d'opération du genou. Ouais, c'est jamais évident, surtout quand le sport fait quand même partie intégrante de tes projets et de ta vie. Mais encore une fois, ça fait super plaisir pour toi de voir que t'es revenu au meilleur et même que t'as poussé un peu plus loin, parce que la Silk Road, on en parlera, mais c'est quand même... Enfin, on va en parler, c'est quand même un énorme monstre. D'ailleurs, ça me fait un peu penser au parcours d'un copain en commun, Adrien, Charles. Alors lui, c'était pas le genou, mais Adrien, que j'ai aussi reçu sur le podcast, qui nous avait à l'époque parlé de son tour d'Europe.
13 ou 14 000 kilomètres pour mettre en lumière l'autisme. Et comme toi, il est passé par une phase un peu compliquée physiquement. Et là, depuis peu, ça y est, il peut rerouler. Alors d'ailleurs, si je me trompe pas, il était sur la dernière édition de Bivouac. Ouais, et il fait Excellent. partie du Des collectif. ambassadeurs, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, Le collectif excellent. Bivouac. Ouais, il m'avait hébergé quand j'étais monté. Je suis monté à Annecy l'an dernier pour le podcast à vélo, et du coup, j'étais allé. Il m'avait hébergé, et il y avait des casquettes bivouac, du merch bivouac un peu partout. Donc on en avait pas mal parlé. Mais bon, bref, en tout cas, ça fait vraiment plaisir pour toi. Ce que je te propose, c'est que tu nous en dises un petit peu plus sur la Silk Road. Et après, si ça te va, on basculera sur la partie plus peut-être entrepreneuriale, bivouac. Quelles sont les aventures que vous proposez, comment est-ce que tout ça s'est développé d'un point de vue vision, business, mais aussi enthousiasme autour de ce format, on va dire, de bikepacking. Ok. La Silk Road. La Silk Road, j'étais en train de me dire par où commencer. Alors, je pense que si on écoute les podcasts que j'ai fait dans le passé, à chaque fois, je concluais par un jour, je ferai la Silk Road. Mm-hmm. C'était un peu c'était pas un peu, c'est carrément mon graal dans l'ultracyclisme. Enfin, quand j'ai commencé, je me suis dit, ouais, un jour, je ferai la Silk Road, notamment parce que il y a 8 ans, je suis allée voyager au Kyrgyzstan. Et je commençais tout juste l'ultracyclisme. Et à l'aéroport du retour, j'ai croisé un mec qui avait une grosse boîte, donc qui transportait son vélo. Et je lui ai dit, ah, mais qu'est-ce que tu fais? Et il m'a dit, je viens de participer à la première édition d'une course qui s'appelle la Silk Road Mountain Race. Et c'était hyper dur. On était 20, la moitié a abandonné. Il y avait une tempête sur les cols. On passait quasiment sur la frontière chinoise. Enfin bref, ça me paraissait mais épique. Et vraiment, je me suis dit que c'est ça que je voulais faire. Et j'aime bien ce truc où tu sais, t'as un peu un point de mire, mais qui est pas daté. Mais ça reste dans le... Ouais, au-dessus de ta tête, un peu comme... Et puis ça va se faire comme une prophétie autoréalisatrice, c'est que ça va rester en fil invisible, fil rouge invisible au-dessus de ta tête. Et en fait, ça va guider tes pas pendant, en l'occurrence, pendant 8 ans. Et pour arriver là où tu devais être 8 ans plus tard. Bref. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est quand même lié aussi... Enfin, tu sais, quand je disais que je m'étais blessée au genou, je pense que... après la TCR, je m'étais dit, je vais faire l'Atlas pour faire une course... VTT off-road plutôt que de la route. Mais je m'étais aussi dit que j'allais arrêter l'ultracyclisme, enfin que j'allais passer à autre chose. Ok. Peut-être plus plus de l'exploration du mouvement, donc je sais pas, CrossFit, yoga, bref. Et chemin faisant, je pense que le fait que je me sois cassé le genou, ça m'a redonné l'envie du vélo, beaucoup. Ça m'a redonné envie d'utiliser le vélo comme un moyen de s'échapper, mais aussi comme un moyen d'avoir du fun. Mm-hmm. Et ça, le VTT, mais je suis pas VTTiste. Comme on le disait, j'ai commencé par le vélo de route, après le gravel. Mais alors, j'adore le VTT. J'adore ce truc où tu lâches les freins et t'es en haut d'une montagne et tu dois t'abandonner au vertige et à la montagne pour trouver ton équilibre. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une belle métaphore de vie, s'abandonner au déséquilibre pour en trouver un. Et voilà, bon, bref. Et du coup, je me suis dit, je vais m'inscrire à la Silk Road. Et je me suis inscrite comme je fais d'habitude. C'est quand j'ai un peu le ventre qui tourbillonne. Genre, ça veut dire que j'ai un peu peur et que ça veut dire que j'ai extrêmement envie. Du coup, je me suis inscrite et voilà. Et voilà. Et du coup, non, mais j'avais pas réalisé que j'étais inscrite sur la même année. Enfin, il y a 6 mois d'écart sur l'Atlas et la Silk. Et pour avoir vu les autres participants, normalement, ce genre de course, tu en fais une par an, quoi. Enfin, max. Pour avoir le temps de récupérer, etc. Ouais, parce que c'est aussi beaucoup de voyages, c'est aussi beaucoup d'entraînement. Tu t'en mets quand même pas mal sur le corps. Parce que ça peut être aussi le projet d'une vie. Donc c'est un peu particulier, mais je pense qu'il y avait vraiment ce truc d'ivresse
post-blessure, parce que j'ai repris le vélo 7 mois avant de faire l'Atlas. Donc, on va dire un an avant la Silk. Et quand je suis sortie quand j'ai commencé mon premier coup de pédale, je me suis inscrite, je pense, aux 2. Enfin, il y a eu un truc comme ça, genre all-in. Waouh. Ouais. Et voilà pour... Du coup, la SIG, pour rentrer un tout petit peu dans les détails, quand je préparais l'épisode, j'avais en tête que c'était quand même costaud. Ouais, très très costaud, mais j'avais pas forcément en tête les chiffres. Donc quand j'ai trouvé ça pour la préparation de l'épisode, je suis quand même allé vérifier à 2-3 endroits parce que je me dis non, mais c'est pas possible, c'est trop. Donc tu me dis si je me trompe, mais ce que j'ai trouvé, c'est que c'est à peu près un parcours qui fait un peu moins de 2000 km, 1700, 1800. Ouais, 1009. Après, il y a toujours cette histoire de sur le papier et puis sur les GPS, tu vois. En trail, c'est pareil. Tu dis, ouais, mais là, il y a 20 bornes de plus quand même. Qu'est-ce que vous avez dit? Ah oui, mais bon, tu vois. Donc, d'accord. Donc, plutôt 1009 dans les faits. 30 000 mètres de dénivelé. C'est ce que t'as eu? Ouais. Waouh. Ok. Donc, c'est quand même absolument lunaire. C'est principalement, s'il y en a qui ça parle pas, il y a des gens qui le font en gravel ou non, c'est VTT là. Ouais, il y avait un mec en gravel et quand tu le vois, tu te dis que c'est pas une bonne idée. Ouais, parce que gravel sans suspension. Ouais. Waouh, ok. C'est un grisel. Ok. Pourquoi pas. Mais donc voilà, principalement des routes de terre, des pistes, des sentiers. Globalement, tu vas nous en dire plus, mais des vidéos que j'ai vues, j'ai notamment vu plusieurs vidéos de Sofiane. Ça a l'air d'être vraiment plutôt engagé, quoi. Pas des chemins en très très bon état. Et tout ça sans assistance et non-stop. Donc le chrono s'enclenche au départ. J'ai pas réussi à trouver s'il y avait des barrières horaires. Ouais, il y en a. Il y en a, ok. Qui sont comment d'ailleurs? Qui sont compliquées ou alors du coup, je vais embrayer sur ta présentation pour parce que il y a aussi ce sujet, il y a la définition de l'ultracyclisme là que j'entends en creux aussi dans ce que tu présentes. Ouais. L'ultracyclisme, c'est vraiment ça, c'est autonomie. The clock never stop. Ça veut dire que tu joues avec 24 heures, les 24 heures d'une journée. Chaque minute, chaque heure d'une journée compte. Et ça, moi, je trouve ça absolument grisant parce que ça fait rentrer en compte d'autres paramètres que la vitesse pure. C'est la gestion de son corps, la gestion de la faim, de la soif, et là en l'occurrence c'est aussi beaucoup de l'altitude parce que la course est souvent entre 3000 et 4000 mètres d'altitude. Et pour comparer par rapport à l'Atlas, par exemple, l'Atlas c'est combien? C'est 1300 km et à peu près 25 000 de D+, peut-être, et c'est sur une semaine le cut-off, alors que là la Silk c'est 2 semaines. Tellement c'est. Ah oui, ok. Enfin, ouais. En gros, t'as le double du temps pour à peu près les mêmes paramètres, tellement on joue pas sur le même terrain en fait. Et c'est là aussi la limite des chiffres parce que tu pourrais te dire c'est à peu près pareil, mais en fait non. Ouais. Et sur les cut-offs, ça c'est un gros truc aussi en ultra selon les courses. Là, mes 3 dernières courses, donc la TCR qui commence à remonter, l'Atlas et la Silk, c'est des courses avec des gros cut-offs. Quand je dis gros cut-off, ça veut dire que tu as une course entre chaque checkpoint. Genre, tu ne te reposes jamais, quoi. Tu dois vraiment te battre pour être dans les temps. Et donc, sur la Silk, il y a des checkpoints qui sont tous plus beaux les uns que les autres, d'ailleurs. Donc, ça te motive à pousser. Et voilà. C'est quoi? Tu disais que c'est une course que tu avais en ligne de mire, enfin, cette espèce d'étoile du Nord qui était toujours un peu là, même s'il n'y avait pas forcément de date définie. De ce que je comprends, tu n'avais pas un plan bien précis avec année -3, je fais cette course pour me préparer, année -2, celle-ci, etc. Mais tu l'as rapidement évoqué, plus le temps avance, plus tu gagnais en expérience en ultra. Est-ce que ce qui t'a attiré dans cette course, c'est affiné? Parce que tu parlais de cette rencontre complètement improbable que tu as faite au Kyrgyzstan d'un gars qui avait fait la première édition, mais est-ce qu'au fil des ans, au fur et à mesure que tu découvrais d'autres formats, d'autres courses, que tu gagnais en expérience, cet attrait pour la course, il s'est renforcé? Et si oui, sur quels aspects en particulier? Est-ce que c'était tu vois, l'engagement du terrain, la distance, la difficulté, le matériel? Alors, je pense que depuis le début sur l'ultra, ce qui m'attire, c'est
enfin, ah non, enfin, alors ça s'est affiné en fait, t'as raison, sur ces dernières années. C'est que plus j'ai fait de courses et plus j'ai fait de vélo, notamment de route, plus j'ai eu envie de me retrouver dans un monde où il n'y a pas de route. Dans un monde où je me retrouve pas sur un nœud urbain dégueu avec une ZAC. Voilà. Parce qu'en fait, notre monde est strié de cet urbanisme foisonnant et laid qu'on a autorisé, qu'on a autorisé dans nos vies, quoi, et dans nos villes. Enfin, et vraiment, ça, je l'ai ressenti fortement dans ma pratique, dans les courses. Alors après, au bout d'un moment, la laideur fait aussi partie du charme parce que il y a rien de plus plaisant en course d'ultra route que de se retrouver sur le parking d'un supermarché assis par terre à manger un mauvais fromage. Mais au bout d'un moment, ce folklore, il s'épuise un peu et tu reviens aux racines de ce qui t'animait en premier lieu, c'est de voyager. Et par voyage, j'entends plusieurs choses. Alors peut-être déjà les rencontres. Alors avec les gens qui habitent soit le pays, soit la région que tu traverses, mais aussi les autres participants. Ça, c'était trop cool sur la Silk. Et puis moi, j'ai un attrait pour l'immensité les paysages d'immensité, quoi. Enfin, un peu des rêves de petite fille de western, quoi. De galoper. C'est comme ça que tu décrirais le Kyrgyzstan. C'est quoi, des grandes étendues, un peu désertiques, herbeuses. Quand tu dis western, c'est ça? Alors c'est comme ça que j'imagine le western. et les cales qui claquent. J'imagine aussi un peu la solitude de la steppe, le vent qui siffle. Sur la Silk, je pense que j'avais en tête les sommets et les immenses plaines, mais je sais pas pourquoi je m'imaginais pas les traverser autant. Et en fait, c'est vraiment pendant la course, tu traverses ces immensités pendant des heures et des heures, des immensités planes. Donc, à un moment, il va falloir aller chercher les 30 000. Donc, j'imagine bien que pour compenser ces longues traversées planes, il faut un gros D+ après. Mais donc ça dépend entre herbeux, verdoyant, ça dépend des régions où tu passes en fait, enneigé et ça, moi, cette sensation, pour le coup, que je ne pouvais pas présager, c'était vraiment là j'ai en tête un jour où j'étais sur une plaine immense, un plateau immense et je sais pas, et t'as l'impression que tu vas rouler pour toujours ici et c'est assez fou et puis la tempête a commencé à arriver et tu la vois arriver en fait. Et là, tu te sens mais si petit et genre dès que je devais remettre une couche, je me disais elle arrive. Et t'as ce truc de peut-être de western où c'est toi face aux éléments, tous les animaux autour aussi. Ça fait partie du truc quoi. Je sais pas, désolé, c'est un peu énigmatique peut-être la façon de présenter les trucs. Non, mais alors après, j'ai absolument pas vécu quelque chose comme ce que tu décris. En tout cas, c'est assez étonnant parce que tu n'es pas la première à nous parler du Kyrgyzstan et c'est quand même assez souvent ce qui ressort, ce que tu es en train d'expliquer. Tu vois, l'immensité, le sentiment d'être un peu écrasé par la nature sauvage, tu vois, le fait d'être complètement exposé aux éléments. Alors, t'es la première qui nous en parle dans le contexte d'un ultra vélo, mais ça revient quand même assez souvent. Donc, je sais pas si c'est spécifique à ce pays où il y a pas très longtemps, j'ai eu aussi un invité qui est parti en Géorgie et qui disait un peu la même chose. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être tout ce coin du monde où on peut encore se retrouver dans des endroits, justement, où il n'y a pas ces ZAC dégueux dont tu parlais, tu vois, et peut-être une approche un peu différente de comment ils structurent leur territoire qui fait que tu peux vivre ce genre d'expérience. Ouais, je pense que c'est comme ça que Nelson Tree, qui organise ces courses, choisit les pays dans lesquels il souhaite développer les courses. Ouais. Il y a cette recherche d'endroits où il n'y a pas de ligne de route tout tracée.
Et par rapport à l'impact, l'impact que ça peut avoir de se retrouver dans des environnements comme ça, on va dire vierges entre guillemets. Je pense, alors je sais pas si c'est difficile à concevoir pour les gens. En tout cas, moi j'ai vécu un peu l'inverse, de me rendre compte à quel point dans un environnement a priori nature, sauvage, etc. En fait, il y avait de la pollution partout. J'ai vécu en Suisse un peu moins de 4 ans. Et c'est magnifique. Le territoire, franchement, ça, c'est incroyable pour tout, tu vois, le vélo, la rando, ski, raquette, enfin, tout ce que tu veux. Mais le territoire étant tout petit, en fait, c'est hyper compliqué de te retrouver dans des endroits. Des fois, tu te retrouves dans des fonds de vallée, tu te dis, c'est incroyable, on est loin de tout. Et en fait, si tu fais vraiment attention, tu comptes, tu vois, autour de toi, tu fais un 360, il y a 4-5 chalets, il y a un poteau électrique par là, tu aperçois une route à cet endroit-là un peu plus loin, tu vois. Et c'est quelque chose qui avait fini par pas par me peser, mais j'y faisais vachement. En fait, j'étais vachement sensible. Je me disais, mais c'est quand même fou, quoi. Je suis dans un endroit perdu. J'ai mis 2 heures pour venir ici. Il y a quand même 2-3 chalets avec 2-3 petites routes. C'est pas forcément violent en mode champ d'éoliennes ou barrage hydroélectrique, tu vois. Mais tu vois de la présence partout. Ouais. Ce qui est de ce que tu m'expliques, ce qui est pas forcément le cas dans les territoires que tu as traversés. Donc, même si je conçois, comme je l'ai pas vécu, je pense que c'est difficile de parfaitement intégrer ce que tu décris sur ces sensations de western, Far West, tu vois, grande plaine désertique. Mais ouais, en tout cas, je conçois perso, tu vois, l'impact que ça peut avoir de constamment voir la présence humaine quelque part, quoi. Ouais, alors moi, il y a un truc que j'ai conscientisé qui est assez similaire à ce que tu viens de dire. Quand j'étais je sais plus si c'était au collège ou quelque chose comme ça, on lisait Tartarin de Tarascon. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non. Bref, c'est l'histoire de Tartarin. Bref, et il voyage. Et en gros, un jour, il s'endort. Il se dit, mais je m'endors dans un endroit sauvage, de fou et tout. Je suis un aventurier, nanana. Et le matin, il se réveille, il est dans le jardin de quelqu'un. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment un peu le truc de l'aventure moderne, notamment celle qu'on voit sur Instagram. C'est, tu vois, genre on prend une photo d'un certain point de vue et en fait c'est, oh mon Dieu, cette personne est une aventurière hors norme. Sauf qu'en fait, tu vois que, je sais pas, que tout le monde arrive ici en bus. Bon, bref. Et ça, j'avoue que j'ai vraiment cette envie de sortir de ça. Enfin, à titre perso, genre de trouver, est-ce que cet endroit qui n'est pas intéressant que d'un point de, ou que d'un seul point de vue est possible, existe. Voilà. Et alors pour le coup, que ce soit au Maroc dans l'Atlas ou là encore plus au Kyrgyzstan, bah tu te sens seul, t'es seul. Et certes parfois, il y a des yourtes la plupart du temps, mais mais elles sont très espacées. Non, t'as pas du tout cette même sensation que tu peux avoir que tu décris, quoi. Et c'est la seule course aussi, en gros, où t'es en autonomie aussi longtemps. Tu vois, il y a un moment, il y a un stretch de 400 km, donc c'est plutôt 4 jours, peut-être 3-4 jours, où il n'y a pas de resupply. Donc tu peux pas, t'as pas de tu peux pas acheter de faire tes courses, quoi. Tu peux pas te ravitailler. Donc tu dois être en autonomie pendant ces 4 jours. Et si tu loupes le ravito du 4e jour, la supérette, quoi, et t'es reparti pour 2 jours sans ravito. C'est ce qui m'est arrivé. Ah ouais. Et du coup, ça fait à la fin, au 4e jour, j'ai pu manger au checkpoint, mais j'ai pas pu me ravitailler. Et après, j'ai eu faim. Voilà. Donc ça fait partie aussi ce truc d'autonomie, c'était aussi ça qui m'attire et qui m'attirait, quoi. Ouais. De se dire comment je gère. Le truc que j'ai adoré, c'était gérer le froid, l'altitude et la nuit et la faim. Enfin, tous ces trucs qui sont parallèles. Et je trouve que en fait, c'est une course qui, contrairement à l'Atlas, contrairement à la TCR, sont très, comme elle est longue, elle est beaucoup plus routinière que d'autres courses. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Et j'ai adoré mettre en place une routine de vie sur les 13 jours que j'ai passé sur mon vélo. Parce que ouais, tous les matins, tous les matins à l'aube, tu te remets sur ta routine alors que t'es pas du tout dans un truc, t'es pas dans une routine habituelle, on va dire.
Effectivement. Du coup, ça ressemblait à quoi ta routine à toi? Et j'imagine que tu avais t'avais quelque chose en tête avant la course et puis que, comme toujours, les plans, une fois qu'on est sur le terrain, ils se révèlent pas forcément adaptés. Mais c'était quoi, tu vois, les grands moments de tes journées? Ouais. Alors moi, d'habitude, je suis quand même plus, je roule. Enfin, je roule le max que je peux rouler et après je dors et après, enfin, et à ce moment-là, il y a plus de jour, il y a plus de nuit. Alors que là, en fait, la première nuit, j'ai fait ce que je fais d'habitude, c'est que la première nuit, j'ai pas dormi. Le départ est à 18h et on fait un sommet mais monstrueux au bout de 140 km et en fait, je voulais dormir un peu seulement au pied de la montée. Sauf que je suis arrivée au pied de la montée, je sais pas, vers 5h du matin. Et du coup, je me suis posée 30 minutes et j'ai pas dormi, enfin voilà. Et ça m'a vachement. C'était pas une bonne idée. Parce que après, je me suis tapé. Enfin, après, en fait, tu tapes un 4000 après une nuit blanche. Et bah, je crois que j'ai jamais marché. Enfin, vraiment, tu marches. Bon, marcher tous, donc c'est assez. Mais c'est surtout que à un moment, j'arrivais plus à marcher, quoi. Genre, je faisais 3 pas et j'étais morte de fatigue, quoi. Et ça, c'était même pas le jour 1. C'est la première nuit. Donc, enfin, ou la première matinée. Et vraiment, enfin là, j'ai en tête les images quand on passe le col et que je suis incapable de marcher. Enfin, tu te dis que ça va être long. Non, mais enfin, ah oui, mais surtout qu'en fait, j'avais fait la reco. J'étais arrivée 10 jours avant. Et en fait, ce col-là, je l'avais déjà fait. Et je l'avais roulé. Et enfin, il y avait une partie que tu peux pas rouler anyway, mais genre la partie la plus haute, vraiment quand tu passes le col, elle est roulable. Et là, je n'arrivais même pas à marcher, alors que quand j'avais fait la reco 5-6 jours avant, je l'avais roulé. Donc, c'était vraiment un sujet de sommeil. Mhm. Et je passe la journée, et là, le soir, je me dis, faut que je continue. Il était que 19h, donc je me dis, je vais pas dormir maintenant. Et là, je croise un Français, Thibaut, qui voyage partout dans le monde. Et il voit ma gueule et il me fait « Oh my God, c'est chaud ta gueule !» Et il m'a dit « Mais va dormir, quoi !» Et je dis « Tu crois ?» Et il me dit « Mais ouais !» Et il s'en va, bon bref. Et là, je me suis calée. Il n'y avait pas beaucoup d'espace où se caler. Il y avait une butte. Je me suis mis au pied de la butte et là, j'ai dormi. Et à partir de là, c'est là où j'ai mis en place, enfin, où très vite, j'ai mis en place mon rituel pour dormir. Enfin, de journée. Et du coup, alors première semaine, on va dire, c'était plutôt, je me couche assez tôt, genre vers 22h, et je me réveille vers 3h du matin. Wow. Sauf que au fur et ouais, mais ça fait 5 heures, c'est beaucoup. Ouais. En vrai, c'est beaucoup. Non, enfin, c'est juste que d'habitude, le référentiel d'une course d'ultra, c'est tu fais 1200, enfin, une course d'ultra, ouais, c'est 1200 km en général et sur route, donc tu le fais en 3 ou 4 jours. Donc, 3 nuits, 2 ou 3 nuits. Donc, ça va si tu dors que pas beaucoup. 2 heures ou pas. Et donc là, en fait, tu dois mettre en place tu dois dormir pour de vrai, quoi. Sinon, tu tiens pas la longueur. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et en fait, au fur et à mesure que tu avances sur la trace, il fait hyper froid parce que tu montes en altitude. Et en fait, il y a un matin. Alors moi, je dormais en bivy, donc aussi, tout le monde est en tente, sauf les premiers. Et sinon, rares sont ceux qui sont en bivy seulement. Et moi, j'ai enlevé la tente de mon setup le jour avant le départ pour dormir en bivy. Bivy, tu peux nous expliquer pour ceux qui connaîtraient pas? Alors, c'est un sursac de sac de couchage qui permet de t'isoler. Et il y en a de différentes qualités. Il y en a qui sont un peu comme une mini tente sarcophage, donc c'est cool. Et il y en a un que tout le monde a sur les courses ultra courtes, c'est le bivy Sol, qui est orange et qui fait un peu couverture de survie, et qui a pas de structure, donc qui tient pas du tout. Et c'est ça que j'avais. Et du coup, bah voilà, mon conseil, c'est ne faites pas la silk avec un bivy Sol, parce qu'il fait moins 7, moins 8. Et quand tu te réveilles, quand tu dois plier ton setup
à 3 ou 4 heures du matin et que il fait -8, bah ah oui, et que t'as pris de l'humidité, enfin, c'est assez rude. Ouais. Donc, au fur et à mesure du temps, je me suis levée de plus en plus tard. Et mon protocole du matin, c'était, je mettais mon vélo juste à côté de moi. Et en fait, j'avais juste à côté de moi mon réchaud. J'avais juste à côté de moi ma fourchette que j'avais oublié que le premier jour j'avais mis trop loin, donc j'ai dû sortir de mon billet. Bref, donc la fourchette pas loin, le feu pas loin, pareil, ne pas oublier son feu, et mes noodles. Et le matin, genre, je sortais la main, je mettais de l'eau dans mon réchaud, je préparais mes noodles à 4 heures du matin dans la steppe pour me réchauffer. Après, je prenais un petit café, hop, et là, je commençais à plier les gaules. Et ça me prenait 3 plombes de sortir de mon bivy, alors que d'habitude, je suis plutôt chop. On perd pas de temps, mais là... Parce que du coup, tu te changeais dans le bivy directement? T'arrivais à bouger, enfin, à avoir cette place? Eh bien, je ne me changeais pas, voilà. Ouais. En fait, ouais, j'ai vraiment vécu dans mes habits. J'ai pris 2 douches, je pense, sur les 2 semaines. Ouais, c'est ça. Et j'avais pas de cuissard, j'avais des caleçons Mérinos, donc c'était assez facile à laver. Et donc j'étais pas, enfin, parce que l'hygiène est un gros sujet sur l'ultra de manière générale, mais sur un truc aussi long aussi, c'est important. Malgré tout, enfin, je te dis 2 choses complètement contradictoires. Genre, je me suis pas changée et l'hygiène est hyper importante. Après, le fait qu'il fasse froid et tout, enfin, t'es pas en zone humide, donc ouais, bref. T'as eu de la pluie certaines nuits? J'ai eu de la pluie certaines nuits, et pareil, mais alors c'était pas de la pluie de rue. Donc mon sac de couchage était mouillé, mais ça m'est pas beaucoup arrivé. J'ai quand même eu une grosse chance parce que le soir où j'ai dormi sous la pluie, je me suis dit oh my god, enfin, et il s'est arrêté de pleuvoir assez rapidement. Mais si j'avais eu une vraie pluie, pareil, c'est là où je me suis dit c'est débile ce truc de un bivy sous la pluie. Et bivy sous la pluie sur une steppe immense. Là, parce que quand j'ai vu la nuit de l'orage, enfin la journée de l'orage, je me suis dit mais je sais plus où j'ai dormi d'ailleurs ce soir-là. Ah mais il s'est arrêté de pleuvoir en fait après. Bref. Et je me suis dit si je suis toute seule. En fait, tu t'imagines un grain de poussière au milieu de la steppe avec un éclair qui frappe, il frappe au seul endroit. Je sais pas pourquoi, genre, je m'imagine vraiment ça. Sur toi, s'il y a une tornade, tu te dis qu'elle va passer sur toi. Enfin, vraiment, tu es le point qui ressort de cette plaine immense sans aspérité. C'est, ouais. Voilà. Bien flippant pour avoir déjà fait quelques moments pas très rigolos en montagne sous des orages, mais t'as toujours le relief et tout. Tu dis bon non mais quand même, puis t'es jamais très loin de la civilisation entre guillemets. Mais là, de ce que tu me décris, je visualise le truc, une plaine immense, les nuages qui roulent, le tonnerre. Oh là là. Ouais, et puis il y a aussi les passages de rivière. C'est un gros truc de la Silk, le river crossing. Où au début tu te crois qu'il va y avoir que un river crossing ou 2, mais en fait genre tu ne fais que traverser des rivières. Et tu les traverses de nuit. Il y a une nuit, mais genre... bref, je pense que j'ai fait que traverser des rivières avant d'arriver à la caravane bleue. Et au début, en fait, c'est fou à quel point tu changes ton mindset. Genre... au début, tu vois, genre quand il fallait traverser une rivière, j'enlevais mes chaussettes, j'enlevais mes chaussures, je portais mon vélo. Après, tu te dis j'y vais parce que je vais pas enlever mes chaussettes à chaque fois. Donc voilà, tu vas avec chaussures, chaussettes. Après, t'essayes de rouler dedans, tout simplement. Et vraiment, il y a cette évolution du truc. Tu te dis bon, voilà, all-in. Et puis après, ça devient vraiment j'adore ce truc où, enfin, moi, je sais que je marche comme ça, c'est c'est un peu ce truc là que j'ai en tête, tu vois, genre je sais pas pourquoi, mais genre, enfin, cette fameuse nuit là de traversage de rivière, genre c'est bon on y va, tu vois, genre j'adore cette fougue animale que t'as, qui est incompréhensible parce que tu l'aurais pas fait enfin, tu vois, genre si je vais rouler la nuit autour de Lyon. D'ailleurs, je ne le ferai pas,
Mais bon, bref, et j'aurais pas cette même énergie, tu vois, je serais plus précieuse. Et j'adore laisser tomber tout ça. C'est vrai que tu le dis très bien, c'est hyper intéressant. J'avais jamais vraiment mis des mots sur la chose, mais tu vois, si je repense à la PTL, bon, le Thor, j'ai arrêté très vite, donc en même pas 20 heures, je pense que le côté un peu animal, genre, je m'en fous, tu vois, je passe à travers, énorme, tu vois, les buissons, je cherche pas à contourner les trucs, je trace tout droit. C'est vrai que c'est assez rigolo comme ça. Je sais pas si c'est le côté animal qui ressort ou un espèce de où tu concentres ton énergie sur les choses qui font vraiment la différence, tu vois. Te dire, attends, mais plutôt que de m'arrêter, faut que je descende du vélo. J'enlève les chaussures, j'enlève les chaussettes, je vais les mettre correctement dans une poche pour pas qu'elles tombent. Tu vois, tout ça, c'est quand même une charge mentale, faut penser au truc, machin. Alors que si tu traces tout droit, bon, bah, voilà, c'est fait, quoi, tu vois. Ouais. Il y a un truc, alors que moi, je trouve hyper rassurant dans une course plutôt que dans du bikepacking ou dans des aventures sans course. C'est qu'en fait, il y a ce truc de il faut avancer. Ouais. Et en plus, comme il y a une trace, tu sais où avancer. Donc en fait, il y a ce truc de tu peux avoir l'énergie du désespoir. Enfin, en tout cas, ton énergie est assez linéaire. C'est un peu. J'ai fait du rugby quand j'étais en école. Bref, et j'étais avant. Et en gros, ma mission était très simple. C'est je fonce dans le tas et j'attrape les chevilles. Et il y a vraiment ce truc de qui me va bien, et d'ailleurs mon coach de l'époque m'avait pas mis en, je sais pas, en stratège, en neuf. Genre c'était je vois pas le terrain, mais je vais direct, mais au moins je sais, tu vois, genre, alors c'est assez bête. Moi je trouve ça hyper grisant c'est vraiment un truc qui me fait kiffer, quoi. Et je trouve que les courses d'ultra avec une trace, avec de la difficulté, sont assez reposantes pour moi, notamment par rapport à l'entrepreneuriat, parce que tu fonces dans le tas et c'est tout droit et voilà. Et tu débranches. Ouais. Et tu débranches. Ouais. Et il y a aussi un autre truc. Ah, ouais, et par rapport au voyage, tu vois, genre quand je suis arrivée 10 jours avant, je connaissais personne. Je savais qu'il fallait que je m'entraîne pour m'habituer à l'altitude, etc. Et en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de voyage, j'allais dire seule. Enfin, bref. Ouais, quand même, genre se retrouver comme ça, seule, à l'étranger, à se dire, bon, bah vas-y, en fait, genre demain, je peux décider de ce que je décide de faire. Waouh, vertige. Parce que plus tu vieillis, je trouve, plus tu t'habitues à avoir une vie. Ouais, bref. Et ça, ce truc du vertige du voyage, c'est quand même assez. C'est plus dur. Voilà. Et je pense que ça me donne envie d'aller explorer un peu par là. En parlant de voyage, t'évoquais un peu plus tôt le fait que c'est quand même des grandes étendues, en tout cas un immense territoire globalement sauvage, mais que parfois tu voyais des yourts, tu croisais, j'imagine des gens, des Kirghizes. C'était quoi je me pose souvent la question, tu vois, des gens qui vivent par rapport à nos standards, nos références, etc., qui vivent quand même très différemment. Peut-être qu'on pourrait dire, tu vois, presque dans un autre temps, tu vois, avec un rapport justement au temps, à l'argent, au rythme de la vie qui est quand même vraiment très loin de ce qu'on peut connaître à Lyon ou à Aix-en-Provence. C'est quoi le regard qui posait sur toi, Caroline, qui arrive avec ton VTT, 4 jours de bouffe tu vois, et qui te dépêche parce que il y a un chrono qui tourne, il faut pas qu'il dorme plus de 5 heures par jour. T'as eu des échanges comme ça ou alors, finalement t'as pas eu déjà, le temps? je mettrais il y a un bémol, c'est que, il y a un bémol. Il y a une différence aussi entre le Kirg qui habite dans la yourte et un Kirg qui habite à Bishkek, en ville. Ouais. Comme c'est différent quand tu es en France, je sais pas, de gérer un gîte en haute montagne et d'habiter à Paris. Donc, je pense qu'il y a ça, et que après, quand tu es en voyage et encore plus quand tu es en course, tu as quand même accès à un prisme. T'as pas une vision globale de la population kirghize. Tu vois, j'ai pas habité là-bas. En revanche, moi, ce que je peux remarquer, c'est vraiment j'ai l'impression qu'il y a une grosse différence entre quand je suis allée il y a 8 ans et maintenant. Quand je suis allée il y a 8 ans, c'était pas du tout développé touristiquement. C'est l'impression que j'avais eue. J'avais l'impression que c'était un peu il commençait à s'ouvrir au tourisme. Et il y avait une surprise, il y avait aussi un côté, surprise, je sais pas, mais en tout cas, il y avait un côté très non calculé
Enfin, c'était pas un business touristique. Voilà, c'était plus de l'accueil que du tourisme. Et j'avais adoré ça il y a 8 ans. Là, comme j'étais plus dans un système de course, j'avoue que, enfin, je peux pas apporter de regard. Et dans les yurts, en général, en plus, que j'ai croisés, ils avaient croisé d'autres personnes de la course avant. Donc, c'était pas oh mon Dieu, qui êtes-vous? Par contre, enfin, justement, ce fameux jour de tempête, j'étais trempée et je suis arrivée à un endroit, il y avait 3 yurts et là, il y avait marqué café en cyrillique. Et je me dis, what? Mais genre, tu sais, genre, tu te dis qu'il y a une hallucination, quoi. Et en fait, dans cette yourte, il y avait deux, enfin, il y avait les deux qui habitaient là, et en fait, qui faisaient de l'accueil pour des gens qui faisaient du voyage en cheval. Et il y avait deux nanas qui faisaient un voyage à cheval. Et on a parlé tous les 4, et c'est vrai que elle me voyait trempée, affamée. Je pense que j'ai mangé avec elle ce soir-là, et à la fin du repas, en gros, je leur ai dit, ah bah je dois y aller. Elles m'ont dit, comment ça? Et genre, et ça c'était assez drôle parce que elles avaient l'expérience du cheval. La dame avait vu, aussi était surprise. Enfin, c'était marrant et puis il y a toujours ce truc de femme pour le coup à vélo. Et je pense que là, pour le coup, la dame qui gérait sa yourte, bah, c'est toujours cool de voir une petite nana trempée qui repart sur son vélo dans la steppe, quoi. Donc c'est plus un regard amusé. Et voilà. On a parlé de routine. Bon, je pense que pour tout le monde, même ceux qui connaissaient pas la Silk Road, c'est bon, c'est assez clair que c'est un monstre absolu et que c'est. On n'a pas parlé du hike bike, par contre. Voilà. Et justement, j'allais y venir sur tu vois, concrètement au quotidien. Maintenant qu'on a parlé de routine, de l'ampleur de l'épreuve, c'est exactement ce que j'allais te demander. C'est quoi le ratio marche-roulage, tu vois, pour être concret? Ratio, je sais pas, mais en hike bike, je pense que sur les 13 jours, j'ai dû marcher 2 jours full. Un truc comme ça. Ah ouais, quand même. Ouais. Ok. En gros, alors, il y en a un qui aide, c'est que le premier hike bike, donc c'est quand tu pousses ton vélo. Ouais, mais en fait, c'est faux parce que même la première journée, il y a un moment, tu pousses pendant 5 heures ou 4 heures peut-être, la première nuit. Et après, t'as le vrai hike bike qui est annoncé, qui fait 30 km. What? Non. Ouais. Et tout le monde. Mais c'est prévu. Donc, tu vois, genre, tu te dis, OK, bon, là, c'est le moment où je vais marcher. D'ailleurs, à chaque fois, je me disais, bon, c'est là où je dois commencer à marcher. Là, c'est là ou c'est pas là? Et en fait, tu comprends très bien quand ça commence le hike bike parce qu'en fait, c'est une sorte de rocher énorme, le départ du hike bike, où en fait, tu dois escalade. Voilà. Donc, tu dois escalader avec ton VTT. Et là, je pense qu'on a toutes et tous été très surpris par le niveau du hike bike. C'est-à-dire que tu passes sur des chemins tellement étroits que tu peux pas passer toi et ton vélo, mais limite aussi, tu as l'impression que tes pieds vont glisser. Même à pied, en fait, c'est galère d'avancer. Tu vois, moi, je m'imaginais vraiment, je sais pas, que ça allait être tellement pentu qu'il faudrait pousser. Non, c'est pas ça. Je sais pas, c'est des... T'as pas la place, quoi, en fait. T'as pas la place, ou genre, à un moment, il faut pousser en montée, mais c'est des rochers. Enfin, ce que je veux dire, c'est que même à pied, en fait, c'est galère. Et si t'as le vertige, mais c'est mort. En fait, genre, je pense que... Donc là, il y a pas mal de gens qui ont été assez traumatisés par ça. J'avoue que moi, là, j'étais un peu dans ce truc de waouh, en fait, c'est trop cool et c'est vraiment, c'est là aussi où je trouve que tu passes au jeu, à l'aventure. Et justement, tu vois, c'est un peu ce truc où, de toute façon, il faut avancer un peu. Donc là, c'est plus waouh, c'est tadam, hop, ah, galère. Non, mais il a pas fait ça. Tu te dis, mais genre, le mec qui a eu l'idée de tracer ça, tu te dis, mais non, en fait. Et quand même, c'est le jeu, quoi. Quand tu remontes une rivière en poussant ton vélo, et c'est pas une rivière douce, enfin bref, quand tu fais... en plus, tu traverses un nombre de rivières pas possible. Il avait dit, il y en avait 7. Au bout de 7, tout le monde pétait un câble, parce que je pense qu'il y en a eu 25 du traversage de rivière sur ce truc-là. Ensuite, tu reçois un message pour te dire que il y a un des river crossing où il faut vraiment le passer le matin parce qu'en fin de journée, il y a trop de courant. Donc,
J'ai dormi, je me suis couchée assez tôt dans le hike bike, genre vers 20h. Et tu te réveilles assez tard parce qu'en fait, tu peux pas passer la rivière de toute façon. Donc, tu vois, t'as des choses aussi à prendre en compte dans ta gestion. Enfin, bref. C'est pour ça que c'est pas une course linéaire, quoi. Donc ça, c'est le gros hike bike. 30 bornes de hike bike. Ouais. Okay. Et là, en fait, j'en suis sortie vers. Donc, j'ai passé 24 heures dedans, en comptant cette grosse nuit. Et c'est cette nuit-là où j'ai roulé, j'ai fait les rivières. Après. Ah oui, ok. Donc, c'est marrant aussi parce que je me disais, mais après ça, genre, je dors pendant 24 heures. Et en fait, tu sors. Et en fait, c'est le moment où tu te dis, en fait, je vais traverser. Enfin, c'est ouf. Je vais traverser les rivières. J'adore ce truc où tu te dis, mais à quel moment j'ai trouvé cette énergie de repartir, quoi. C'est clair. Là, du coup, juste pour le hike bike, t'avais prévu genre des chaussures de trail ou un truc comme ça, ou t'as vraiment tout fait avec tes cales aux pieds et compagnie? Ouais, alors ça, c'était... Je pense que c'est une bonne idée d'avoir des chaussures de trail en vrai. À refaire, je pense que j'en prendrai. J'avais acheté des Crocs juste avant la course. Et je m'étais dit que ça serait une bonne idée pour enfin, je sais pas, je m'étais dit que c'était léger. Et au début, je traversais les rivières avec ça. Après, j'ai essayé de marcher avec ça. En fait, c'est hyper glissant, les Crocs. Donc, je vous déconseille. Je vous déconseille. Et du coup, le premier soir, j'étais pieds nus. Et ça, c'était pas mal parce que comme ça, j'avais pas peur parce que je sentais sous mes pieds si je glissais ou pas. La nuit arrivant, il faisait quand même frais sous la voûte plantaire. Et vraiment, j'ai une scène mémorable. Je crois que c'est le matin où justement on se retrouve face à Enfin non, je me retrouve face à 3 gars qui sont bloqués dans une pente au-dessus de la rivière déchaînée. Et en fait, ils disent on n'arrive pas à passer. Faites demi-tour. Alors sauf que en fait, t'es sur un truc mais tellement petit que tu peux pas faire demi-tour, donc je commence à marcher en moonwalk. Et en fait, c'est pas le chemin officiel. Bon, il s'avère que l'autre chemin était aussi hardcore. Donc, je commence à pousser dans la pente pieds nus. Et là, il y avait le russe derrière moi, mais qui dit The French girl, she's barefoot. Et je pense que, genre, il était. Tu as accent incroyable, n'est-ce pas? Mais bon, bref, c'était très drôle parce qu'il était tellement. Et ce mec-là, je l'ai croisé plein de fois en plus après, donc c'était assez drôle. J'étais la French girl aux pieds nus, quoi. Mais et finalement, j'ai fini par remettre mes chaussures de vélo parce que c'était les mieux. Et voilà. Donc wow. Tout ça pour la frime. Non mais bref. Donc c'était assez drôle de retrouver. Ouais. Ou des sandales pour la prochaine fois. Il y a toute une communauté qui écoute les frappés là dans les sandales Panta. Je sais pas si Adri il en a. Moi j'en ai. T'en as? Ah ouais. J'en ai et je ne les ai pas prises juste avant et ouais, je l'ai un peu regretté. Ouais. Voilà. Toute petite parenthèse technique, t'as les modèles avec la semelle de confort en cuir ou en cuir. En cuir, ouais. Alors le cuir, ça glisse, mais quand c'est mouillé. Mais par contre, ils ont un modèle là qui est bien antidérapant, qui est assez ouf. Voilà, okay. Bref. Checker les sandales. Ok, ouais. Alors ça, j'avais pas trouvé cette info en préparant l'épisode. 30 bornes de hike bike, c'est... Okay. Et ça, c'est le hike bike qui est annoncé. Donc, quelque part, ça va. Parce qu'en fait, il y en a eu 2 autres. Et où, pour le coup, ça a été très dur psychologiquement pour moi. Enfin, il y en a un plus que l'autre. Mais parce qu'en fait, tu as 20... Enfin, il y en a un, c'était 20, je pense, et l'autre 12 peut-être. Mais en fait, tu y passes... En fait, sur la Silk, le plus dur... J'ai réalisé ça, c'est quand tu regardes la fameuse, je sais pas, courbe de dénivelé. Le plus dur, ce ne sont jamais les cols, c'est vraiment tout ce qui se passe entre. Parce que le moment où tu te dis ah mais c'est bon en fait, là après j'ai plus que 30 km de plat. Wow. Tu n'aurais pas dû dire ça. Parce que là tu te retrouves soit sur un 30 km face au vent, soit sur un 30 km de hike bike. Enfin, c'est toujours le plus dur, quoi. Et j'ai eu ça sur... d'ailleurs, après un gros hike bike, il y avait une grosse ascension. Et après, il semblait un plateau. Et c'est le plateau d'Aravel. Et en fait, c'est vraiment un plateau où il n'y a rien, du vent. Enfin, je l'ai vu de nuit, alors il me paraissait encore plus... comment tu dis effrayant. Ouais. Sauf que j'étais épuisée. Et j'ai vu un moment un monticule de quelque chose. Enfin, je me suis mise à côté de ce monticule. J'ai eu hyper froid. Il a fait vraiment hyper froid cette nuit-là.
mais j'étais épuisée et je suis repartie le lendemain et pour un nouvel hike bike. Et j'ai réalisé aussi qu'il y avait 3 mecs qui avaient dormi dans une yourte juste à côté de là où je m'étais en train de me peler à par -10 sur ce plateau. Et tout ça pour dire qu'en fait, ce plateau, j'avais vu sur la map, je me suis dit, allez, 30 km, je m'enquille les 30 km et je dors au pied du col. Mais pas du tout. Pas du tout. Voilà. Donc c'est... Ouais. Ça a été quoi si tu peux peut-être nous raconter les dernières 24 heures avant que tu termines cette expérience complètement folle. T'étais comment mentalement surtout? Parce que je pense que bon, physiquement, comme toute course d'ultra, t'es rapidement plus ou moins cramé. Donc le mental prend le relais. T'étais dans quel état et dans l'instant, tu la voyais comment cette course qui t'avait fait rêver pendant 8 ans? Alors je mettrais un bémol sur le truc de... T'es vraiment en gestion, hein, plus que... Ouais, ok. Non, t'es épuisé parce que... Bon bref, je vais te raconter les dernières 24 heures parce que elle raconte un peu ça. T'as le dire qu'en fait t'es en gestion, donc t'es pas forcément épuisé, cramé physiquement parce que à cause de l'effort, mais je pense que quand même avec le manque de sommeil et tout, t'es de facto explosé, non? Oui, mais c'est pas la même chose que je sais pas sur une fin de une fin d'un Ironman ou ouais. Du coup, je me lève je crois que c'était le jeudi. Je commence à rouler, lever de soleil, je croise un Anglais que j'avais jamais croisé, ok. Et après, je croise un Italien que j'ai croisé partout, un Allemand que j'ai croisé partout. Et là, on se retrouve tous les trois côte à côte, lever de soleil. Et là, on est là, on fait, mais les gars, c'est ouf là. On me dit, mais genre, et on était tous là, mais tu sais, genre vraiment l'euphorie. Mais je reviens pas, on l'a trop bien géré, tu sais, on s'en sensait de ouf. Et vraiment, il y avait un moment magique, et vraiment, bah, on l'a fait. Enfin, vraiment, c'était assez cool. Et après, chacun a vaqué à ses occupations. En gros, ils sont partis devant. Mais j'étais dans cette émotion de la fin, tu vois, qui est assez ouf et voilà. Combien il restait? Il devait peut-être rester 120 bornes et 2 gros cols, officiellement. Mais comme dit précédemment, les cols ne sont pas les choses les plus dures. Et là, moi, il se passe un truc où je m'en veux. C'est que, à partir de là, en fait, j'ai l'impression que mon corps a considéré qu'on était arrivé. Et ces dernières 24 heures ont été les plus longues de toute la course. Et surtout, mon corps était mou. Pour te dire, la plupart des gens avec qui j'étais à ce moment-là sont arrivés le soir même à l'arrivée. Alors, je pense entre 21h et 3h du matin. Et moi, je suis arrivée le lendemain à 10h, quelque chose comme ça, ou 11h. Donc, enfin, tu vois, il y a eu un gap, genre, vraiment, j'étais d'une mollesse où, tu vois, genre, un ruisseau, bah, je vais remplir mes gourdes, bah, je vais manger, je vais me poser pour manger, tu sais, un peu l'ivresse des cimes, quoi, genre, où tu dis, mais pourquoi cette personne est en train de faire ça? Ouais. Genre, là, c'est le moment où il faut y aller, t'as envie d'arriver. Et après, je me disais, mais oui, mais finalement, ça ne changera ni mon classement, ni mon expérience. Enfin, je sais pas, genre, et je déteste ça quand je sors de la course, ça m'arrive souvent. Et je pense que ça, c'est un truc que j'aimerais améliorer dans les courses. Et en fait, keep focus et keep fighting till the end. Et en fait, moi, il y a toujours ce truc où, genre, j'ai l'impression de prendre soin de moi à un moment, genre, mais allez, écoute-toi. Enfin, vraiment. Et ça m'agace, voilà. Et du coup, j'ai fait les 2 gros sommets. Et là, juste avant le dernier sommet, il y avait 20 km de faux plats descendants. C'est faux. C'était faux. C'était ça montait, ça descendait, il fallait pousser, descendre, pousser, descendre, pousser. Là, je me suis dit, c'est incroyable que j'arrive encore à pousser mon vélo. Tu vois, genre, après 13 jours et tout, j'ai l'impression d'avoir mon corps qui était musculeux, qui était, genre, vivant, enfin, que j'accrochais, tu vois, genre, c'est marrant parce que, en parallèle, j'étais très agacée par ce faux plat, mais en même temps, je constatais que mon corps était en prise, quoi. Je me disais, c'est ouf. Et là, je reprends pas mal d'énergie et on rentre dans le parc naturel qui permet de passer le sommet. Et là, je sais pas, je me dis, mais en fait, je suis bien et tout. Et là, je me dis, mais en fait, dors pour ne pas arriver épuisé.
Et je me suis posée, j'ai fait une nuit nulle, pas régénératrice, j'ai dormi c'était humide, mais je me disais, mais c'est aussi la dernière fois que je peux dormir dans mon bivy, parce qu'après, tu rentres à la vie normale, donc profite de cette nuit. Et ça aurait pu être charmant, mais en fait, j'en ai pas du tout profité parce que je me disais en même temps que c'était complètement con de s'arrêter là. Et après, le dernier sommet était assez fastidieux. Pareil. Ah oui, il y a aussi un truc, c'est que mécaniquement, ton vélo, il est dead après 13 jours de sable, d'eau, de poussière. Donc, je changeais difficilement de vitesse. Et voilà. Mais je passe ce col et c'est marrant parce que quand je le dis, du coup, je vois la scène. De toute façon, ce qui qualifie cette course, c'est sublime, quoi. Enfin, vraiment. C'est assez ouf de vivre ça. Et j'arrive en haut et je me dis que ça va être encore long. Ça a été encore long dans ma tête. Parce que, bref. Ça a été très difficile. Et là, bref, je fais un raccourci. Les 20 derniers kilomètres sont sur route et sur du plat. Et là, j'ai acheté un petit pot de crème. J'ai mangé. Et là, je me suis mis dans mes prolongateurs et vraiment, j'ai avoiné. Non, mais vraiment, je me suis dit, OK, en fait, je fais du 23 km/h ou 25 km/h de moyenne et je lâche pas. Sauf que c'était vent de face. Mais je me disais, non, mais en fait, j'ai mis de la musique. J'étais vraiment comme une fin de course courte. Genre, et là, les 2 derniers kilomètres, comme d'hab, l'éternité. Ah oui, et peut-être, petite parenthèse, c'est que je sais que j'ai un rapport particulier à la fin des courses, notamment en ultra, parce que j'étais traumatisée par certaines courses où j'ai eu une impression d'éternité qui m'oppresse, parce que je commence à compter en sablier et plus en juste avance. Non, je me dis plus que temps. Et là, le temps s'épaissit, j'ai l'impression c'est une torture. Et donc, je sais qu'il faut que je me manipule pour ne pas penser comme ça. Et c'est aussi pour ça que, tu vois, je fais cette technique de allez, dors, allez, machin. C'est pour ne pas me mettre en mode sablier. À regarder ta montre toutes les 2 minutes en espérant que tu as gagné 1 heure. Ouais, mais en fait, c'est non. Ça. Et là, je me suis remis en mode sablier. Et c'est pour ça aussi que je me suis réfugiée dans ce truc de performance possible sur du 20 km de route. Parce qu'en fait, tu te concentres sur avance, donc plus sur le temps. Et par contre, 2 km avant l'arrivée, je me dis 2 km. Mais je te dis que les 600 derniers mètres, ça m'a paru beaucoup trop long. Genre vraiment, voilà. Et là, c'était trop cool. Et puis à l'arrivée, il y avait Hélène Fromanti qui était en duo avec son copain et qui était la seule Française autre que moi qui était là et qui m'a accueillie. C'était trop cool. Voilà. C'est le seul moment de la course où tu as utilisé les prolongateurs? Non. Sur les steps, alors moi je suis très prolongateur. On dirait que je parle un peu un truc de fashion. Je suis très prolongateur. Et même sur, alors là, ouais. Si c'est pas trop chaotique, je me mets toujours sur les prolongateurs. Donc tu vois, sur les steps et tout, je suis sur les prolongateurs. Ok. Voilà, faut qu'ils soient bien réglés. Mais j'aime bien me caler. Top. Waouh. Donc chrono final, tu disais 13 jours, c'est ça? Ouais. 13 jours. Je sais jamais les heures, les trucs. Ouais, après sur des épreuves de cette envergure, globalement 13 jours, c'est faramineux. Là, l'arrivée, t'en as parlé rapidement, mais les émotions, il se passe quoi dans ta tête quand tu franchis cette ligne d'arrivée? 13 jours, je pense que t'as un peu tous les sens un peu à vif, j'imagine, entre l'épuisement, l'intensité de ce que t'as vécu, la solitude, des partages très forts avec quelques personnes croisées. Il se passe quoi dans ta tête après ces 13 jours, mais surtout ces 8 années, tu vois, à avoir cette étoile du Nord qui est là, quoi. Ouais, mais c'était pas une étoile. Enfin, c'est un peu ce truc. C'était pas une étoile du Nord, genre je veux faire ça pour avoir réussi ma vie. C'était plus c'est une course où j'étais extrêmement ancrée dans le présent. Vraiment, j'ai jamais été aussi bien sur une course. Je me le suis dit beaucoup pendant. Enfin, vraiment, c'était génial. Et je me suis beaucoup dit que waouh, en fait, vraiment à ne pas penser ce que j'avais fait avant, à ne pas penser ce que vraiment ce truc de présent qui est assez incroyable. Sur les courses d'ultra en général, j'ai remarqué que l'émotion,
le sob, tu sais, genre, et ben, il vient justement sur ces 24 heures avant. J'avais eu la même sur la TCR, peut-être 30 km avant l'arrivée, tu vois, genre j'étais sur le sommet avant de fendre sur Burgas, et t'as vraiment ce truc de... Mais en fait, c'est là, quoi. En revanche, quand t'arrives, il y a un peu ce... Enfin, c'est pas pareil qu'une ligne d'arrivée d'un Ironman, tu vois, genre c'est... parce que c'est plus gros. Non, mais parce que je sais pas, enfin, je pense que c'est parce que tu réalises aussi dans la solitude l'arrivée, alors que quand tu arrives et qu'il y a des gens, tu lâches l'épuisement. Donc moi, j'étais juste une loque, je crois que j'ai pas posé mon sac à dos. Tu vois, genre pendant 1 heure, je l'avais, je déambulais là dans le truc. Ah, on fait une photo, ouais, vas-y, on fait une photo. Ah, genre à t'avachir dans la première chaise venue, faire ah, oh, enfin, tu sais, un peu mou, et surtout là, tu réalises que tu dois prendre un hôtel. Ah merde, putain, comment on fait? Attends. Et là, j'ai pris un hôtel hyper loin. Je marche, j'arrive, je sonne, personne ne m'ouvre. Putain, mais tu sais, genre, tout devient un énorme truc parce qu'en fait, tu t'es dit que tu ne lutterais plus jamais. Et là, il y a le voisin d'à côté qui m'a dit ah, mais viens prendre le café chez moi. Je me suis retrouvée dans un jardin trop mignon à prendre le café avec le mec qui me montrait ses peintures. C'était trop cool. Bah, bref. Mais par contre, tu vois, genre, je voulais juste une douche et dormir. Et c'est là où, tu vois, genre, je me dis aussi que c'est là où le voyage commence, enfin, qui est assez cool. C'est assez cool de pas juste être centré sur son épuisement, en fait, et se dire, il se passe quand même des choses à côté, et pouvoir l'accueillir, ça demande de l'énergie, mais c'est trop cool, en fait. Et ouais, en y pensant, là, je trouve ça assez cool d'avoir fini là-dessus, parce que ce mec, il était vraiment très inspirant. Voilà. Waouh, quelle aventure. Je te dirais pas que ça donne presque envie de s'y mettre, en tout cas pas pour moi, mais ou pas tout de suite. Mais l'intensité je pense, de ce que tu vis dans ce type, enfin 13 jours, c'est quand même, quel que soit le format en vrai, je pense, 13 jours, quand tu commences à te retrouver dans une bulle, quelle que soit l'épreuve qui dure aussi longtemps, avec autant d'isolement, je pense dans tous les cas, ça doit être extrêmement fort en termes d'émotion. Je pense à un invité en particulier, Thierry Corbarieux, qui a fait une l'Iditarod 1000. Alors, je sais pas si tu connais, c'est une course, je crois, historiquement de chiens de traîneau qui a après évolué. Maintenant, tu as des formats en fat bike, en raquette, à ski. C'est en Alaska. En Alaska ou dans le Yukon? Non, j'ai un doute. Bref, Alaska ou Yukon, il fait très froid, ça c'est sûr. Il a gagné cette course, il l'a fait à pied, lui. Donc, pareil, autonomie non-stop. 27 jours. Non, 25 jours, pardon. Par moins 40 et quelques degrés de moyenne, tu vois. Et enfin bon, ton récit comme le sien, comme celui d'Adrien, tu vois, quand des gens qui se débrouillent pour s'organiser ces sortes de parenthèses, je pense que c'est assez exceptionnel en termes d'enrichissement, de le fait de se retrouver soi-même, etc. Ça doit être. C'est un luxe. Ouais. C'est un luxe. Enfin, c'est un, oui. Avoir le temps, pouvoir trouver cette solitude, pouvoir, disons-le aussi, aller à l'autre bout du monde. C'est des choses aussi qui se mesurent. Et c'est des privilèges. Ouais. Qu'il faut déclencher pour soi, mais oui, c'est sûr que on est quand même dans un coin du monde où on a la chance de pouvoir faire ça. Si on le veut et qu'on s'en donne les moyens. Mais oui, clairement, c'est une chance énorme. Mais ça me fait du coup une super transition sur bivouac. Puisque là, on a parlé essentiellement de la Silk Road, qui est peut-être une des plus connues courses d'ultra de ce type au monde. Mais il y a bivouac qui est en train de monter très fort là quand même. Donc il faut pas que Nelson s'endorme sur ses lauriers. Mais non, je suis assez chaud pour que tu nous expliques un petit peu la naissance de bivouac, ton rôle là-dedans, la vision que tu en as, et on va commencer par ça avant de discuter des courses que vous proposez aujourd'hui. Ok. Alors, bivouac, ce sont des aventures bikepacking, mais pas que. Notre objectif, c'est de transformer l'imaginaire du voyage, en tout cas de proposer une autre façon de voyager et une autre façon de faire du vélo, justement en sortant de l'esprit course et compétition à tout prix, et de proposer une colo bikepacking pour grands enfants sauvages, parce qu'en fait, alors évidemment, ça naît de notre expérience, c'est que il y a vraiment ce truc on sent que,
qu'on a besoin de se reconnecter à la nature. Ce besoin, enfin, ce sujet, je le sens encore plus fort depuis le confinement, depuis le Covid. On a tous en nous cet enfant sauvage qui veut se reconnecter à soi, aux autres et à la nature. Et on est déconnecté parce qu'on est en ville, parce qu'on va à 100 à l'heure. On est déconnecté des autres aussi beaucoup. Et du coup, Bivouac, notre objectif, c'est de créer du lien entre les gens, parce que l'aventure, c'est les autres. et pour ça, de proposer un média à travers notre Instagram et aussi notre newsletter pour que les gens se lancent dans le bikepacking, qu'ils osent se lancer dans le bikepacking. Et quand je dis les gens, c'est les femmes et les hommes, parce qu'on travaille beaucoup sur ce sujet de parité. Et une fois que les gens ont les clés, de les embarquer dans des aventures bivouac. Donc, soit sous format court d'un week-end, soit sur un format plus long où on traverse une frontière et ça dure une semaine. Donc, cette année, c'était de Lyon à Turin en passant par Annecy. C'était 600 km, à peu près 10 000 de D+, et on était presque 150. Ah oui. Ouais. Et c'était génial. Enfin, cette année, enfin, je suis complètement biaisée, mais cette année, je trouve que, enfin, là, ça s'appelait la pasta parce qu'on aime la bonne bouffe quand on fait du vélo. Ouais, enfin là, il y a eu un truc magique qui s'est passé entre les gens, et vraiment, c'est là où je me suis dit, oh, mais on a réussi notre pari. Enfin, vraiment tu vois, genre, en fait, moi, avec mon expérience en ultra, ce que j'ai vu, c'est que en général, t'arrives en fin de course, il n'y a pas les gens qui sont là, qui t'accueillent. Mais même, tu vois, genre, sur la fin d'un Ironman, enfin, tu passes la ligne, si t'es pas venu avec ta famille, bon, bah, t'es tout seul, quoi. Et ce truc, la solitude du sportif, je trouve qu'elle est assez, bah, je sais pas, enfin, moi, surtout dans quand tu partages des trucs aussi forts pendant avec d'autres gens, bah, t'as envie de se retrouver. Enfin, bref. Donc, ouais, bref. Et l'image la plus symbolique, je trouve, de Bivouac cette année, c'était en haut du Galibier. En fait, il y a tout le monde qui s'est retrouvé, mais, enfin, alors pas 150 personnes, mais il y a un gros du peloton qui s'est retrouvé en même temps en haut du Galibier ou qui ont attendu les autres. Et il y a eu un effet Tour de France des copains, en fait. Parce que c'est vraiment tous les niveaux. Enfin, t'as des gens qui n'avaient jamais fait plus de 1000 mètres de D+, sur la journée, ils se tapent le Galibier, elle se tape le Galibier, et parce que, en fait, t'es avec les autres, donc tu te dis, bah, allez, je monte, et tu sais, c'est ce truc de, je me cale sur mon rythme, j'y vais, et quand tu vois la liesse en haut, genre les holas, les trucs, les larmes, parce qu'ils sont tous entre ceux qui font de l'ultra et celles qui ont jamais fait, celles qui ont jamais fait un col en haut, mais franchement, c'est là où je me suis dit, bah, c'est ça que je voulais, parce que, enfin, c'est comme ça qu'on va mettre le plus de gens sur des vélos, quoi. En tout cas, pour avoir suivi les quelques stories pendant, du coup, c'était quoi la dernière? C'était l'Odyssée Tapas, hein, c'est ça? La tapas, la toute dernière? Non, c'est la pasta. La pasta. Tapas, c'est Espagne. Ouais, c'est ça. Mais parce que oui, je pense quand on avait les derniers échanges qu'on avait eus quand tu étais encore chez OSV, etc., il me semble que il y avait la tapas qui commençait à arriver. Comment elle s'appelait, celle qui faisait Aix? Il y en avait une qui partait d'Aix, non? C'était une trace que j'avais faite dans mon entreprise précédente. Ouais, c'est ça. Ok. Mais là, j'avais la tapas en tête. Mais bon, bref, tout ça pour dire, j'ai vu je suivais un peu les stories que vous mettiez sur plutôt la partie colo de l'expérience. Ça avait l'air, mais complètement fou, des ambiances incroyables. Il y a Adrien qui avait pas mal partagé aussi. Bref, c'est vrai qu'on est assez loin de l'image, peut-être un peu plus du coup, de l'épreuve solitaire qu'on retrouve sur, pour le coup, des entre guillemets vraies courses où il y a la notion de chrono qui prime sur le reste. Et là, j'ai l'impression que ce que vous avez réussi à monter avec Bivouac, c'est ce que tu disais, c'est surtout, c'est avant tout la partie vivre des expériences fortes à vélo ensemble, sans forcément garder un œil sur la montre, et sur le dénivelé mètre, quoi. Mais bon. Mais en gardant, tu vois, cet esprit de défi qu'il peut y avoir sur une course. En fait, c'est pour ça aussi qu'on enlève le côté course, parce que ça facilite le lien. Les groupes vont se constituer, se déconstituer aussi au fil de l'eau. Enfin, tu vois, genre, par affinité, par vitesse, donc en fait, tu te retrouves avec un groupe qui va te ressembler, avec qui tu vas créer des liens incroyables.
Et il y a beaucoup de gens qui viennent seuls, et ça, je trouve ça aussi trop cool, tu vois, genre la possibilité de rencontrer des nouvelles personnes que tu n'aurais pas pu rencontrer dans ta vie de tous les jours et avec qui tu vas passer une semaine parce que t'es réunis par une même envie. Et ce truc de ensemble on va plus loin, c'est vraiment le cœur de Bivouac. Et je pense qu'on va le pousser toujours plus loin parce que tu vois les échappées, donc c'est les formats plus courts, 3 jours, plus c'est ça week-end, ouais. L'idée, ça serait que ce soit porté par les gens de la communauté qui habitent, par exemple, dans le Jura et qui disent, mais en fait, moi, je veux trop vous montrer la beauté de mon territoire. J'ai des itinéraires, je connais les initiatives locales, la fruitière du coin. Et en fait, je vais organiser un week-end bivouac pour vous montrer chez moi. Et ça, on le voit, enfin, ça crée des liens partout en France parce que les gens viennent de partout en France et en fait après une fois que tu t'as rencontré quelqu'un sur une bivouac, tu te retrouves à faire un week-end à La Rochelle, un week-end en Ardèche, enfin et quelque part t'es lancé quoi, ouais. Enfin le bikepacking va devenir ta vie. Oups. et ça c'est trop cool. Ah, c'est génial. Mais du coup, ça a pris très fort, très vite, parce que 150 personnes sur le dernier événement que vous avez organisé, c'est quand même monstrueux, sachant que Bivouac a quoi, 3 ans 2 ans. 2 ans. Toi, je trouve que c'est très vite. Ah bah, quand même, non? Je repense à... Alors, c'était une autre époque, etc. Mais au tout début, moi, je travaillais chez Apple avec Arnaud. À l'époque où il travaillait sur la Race Across France, et je me rappelle, enfin, à quel point il galérait, mais c'était incroyable, tu vois, le nombre de participants, c'était bien moins que 150, même la deuxième, troisième année, si je dis pas de bêtises, et côté sponsor, etc. Enfin, je me rappelle que vraiment, c'était un chemin de croix, le truc, quoi. Donc, ouais, alors après, c'est aussi une autre époque. Enfin, je sais pas quand est-ce que c'était le lancement de la RAF, c'était il y a 7 ans, peut-être? C'était 2017 de mémoire. Alors, je pense que déjà, il a fait beaucoup sur la culture ultra en France. Donc, c'est bien, mais c'est toujours plus difficile d'être le premier. Ouais. Et ensuite, je pense aussi que, alors déjà, j'ai grandi avec l'ultracyclisme. Enfin, j'ai grandi. Ce que je veux dire, c'est quand j'ai commencé l'ultra il y a 8 ans, et c'était les premières courses. Et du coup, j'ai vu évoluer la pratique. J'ai aussi pu sentir les besoins que je ressentais de ma génération. Tu vois, genre moi, j'avais besoin de parité, j'avais besoin d'événements plus responsables, j'avais besoin de convivialité. Et tout ça, en fait, on l'a mis dans Bivouac. Et du coup, ça paraissait, je pense, comme une évidence générationnelle quand on l'a sorti. Ouais. Et du coup, de taper vraiment là où le besoin des gens était. Tu vois, c'est pas un produit ou un service sorti de nulle part. Enfin, et puis, on n'a pas fait... je sais pas, la course d'ultra la plus dure du monde avec 30 000 de D+, sur seulement 500 km, il n'y en aura plus qu'un. Non, tu vois, genre, il y a quand même cet héritage quasiment culturel que t'acquiers quand tu passes ta vie sur des événements de longue distance, que ça soit d'ailleurs ultracyclisme ou du triathlon ou du trail. Tu vois, genre, tu te nourris de tout ça, donc je pense que tu arrives plus aguerri pour proposer quelque chose. Ouais. Et je pense aussi que c'est vraiment le truc, que là, je pense qu'au-delà de la pratique du vélo, c'est un truc vraiment générationnel, ce besoin de lien, ce besoin de respirer, de vivre en dehors des écrans. Ouais. Et voilà. Comment tu vois du coup, alors double question, c'est quoi la suite de Bivouac? Sur quoi est-ce que vous êtes en train de plancher? Alors tu l'as un peu évoqué avec cette notion de finalement le projet, la communauté s'approprie le projet, tu vois, en montant des formats échappés par exemple dans des coins que les gens connaissent bien. Mais est-ce que vous, l'équipe, on va dire à la base de Bivouac, il y a des choses sur lesquelles vous êtes en train de vous concentrer? Et toi, à titre perso, maintenant que la Silk Road est derrière toi, est-ce que tu as un nouveau fil rouge invisible qui s'est installé ou pas encore? Ouais, j'en ai plein. Et c'est 7 ans plus tard que tu me présentes comme un truc hyper cohérent, mais en fait, il y a 7 ans, je m'étais dit je vais faire de la voile grave.
Et je me suis aussi dit que j'allais me mettre à fond sur les sujets de mobilité. Et c'est marrant parce que, enfin, mobilité, bref. Douce. Type vélo. Non, plus. Mobilité type yoga, c'est ça? Ouais, voilà. Ouais. Et là, pour le coup, du coup, j'ai commencé le CrossFit il y a 1 an bientôt. Et je suis hyper attirée par ces trucs de calisthénie. Le yoga Yangar aussi, je sais pas si tu vois, mais en gros, c'est vachement concentré sur chaque mouvement que tu fais. Enfin, donc mine de rien, j'ai commencé à activer ce truc-là. Okay. Et je suis assez... Peut-être qu'il y aura un petit Irox pour histoire de suivre les... Bref, de suivre le mouvement. Mais pour m'amener vers d'autres trucs, sur cette exploration de la mobilité, j'aimerais bien que ce soit plus précis. J'aimerais bien qu'il y ait, genre, je sais pas, tu vois, genre, peut-être il faudrait que je me fixe un mouvement à atteindre, parce que il n'y a pas vraiment de course à la mobilité, vu que c'est sur l'éveil de soi. Et c'est plus dur que de se dire je m'inscris à la course la plus dure du monde. Voilà. Ouais. Et ouais, le parallèle, c'est peut-être ça, tu vois, genre. Du coup, l'entrepreneuriat, ce que je trouve plus dur, c'est que justement, on peut pas se dire. Enfin, la ligne. Il suffit pas de s'entraîner tous les jours en faisant tel et tel exercice. Tu vois, genre, je sais pas, en faisant du home trainer. C'est aussi ça que j'adore dans le sport, c'est que quand tu t'entraînes, t'as les résultats. Ouais. Alors que quand tu crées une entreprise, t'avances vraiment toujours à tâtons, et en même temps, parfois, il faut foncer. Enfin, il y a un mélange de quelle énergie, quelles actions. Enfin, c'est beaucoup plus... c'est hyper dur. Et du coup, c'est passionnant. Et pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on va faire pour Bivouac dans les prochaines années ou même l'année prochaine. Donc, toujours les événements, mais se concentrer vraiment sur le développement de ce lien. Le lien entre la communauté, ce qu'elle peut apporter aussi, ce qu'elle peut s'apporter l'une à l'autre, les gens entre eux, quoi. Parce que je trouve que c'est une des pratiques où en fait, tu dois apprendre plein de choses. Enfin, bref, le bikepacking, c'est pas seulement une semaine à faire du vélo. C'est comment je fais mon setup, comment je m'entraîne, comment... Donc, en fait, le voyage, c'est pendant toute l'année, quand tu penses, quand tu réfléchis à ton itinéraire. Bref, voilà. Et donc, on va travailler sur ce lien en développant la partie média et la partie mise en relation de la communauté. Trop bien. Ça, c'est du teasing, ça. Ouais, c'est ça. Excellent. Ouais. Ok. Eh ben, ok. Et du coup, l'année prochaine, il y aura une nouvelle odyssée transfrontalière qui va être incroyable. Alors attends, parce que je suis sur le site de Bivouac. On a déjà le transfrontalier vers l'Italie, on a le transfrontalier vers l'Espagne, on a la frite donc dans le nord. Ok. Ok. Après, il reste la Suisse. Il reste la Suisse. Attends, ça c'est galère d'organiser vers la Suisse. Mais dans le transfrontalier vers l'Espagne et vers l'Italie, il y a plein d'options, d'opportunités, donc c'est cool aussi. Trop bien. Bah écoute, quelqu'un qui voudrait découvrir toi, tu conseilles quoi, l'échappée pour commencer, ou par rapport à la distance, ou est-ce qu'en termes d'ambiance, tu conseillerais quoi? Je te dis demain, je voudrais, tu vois, découvrir un peu ce que propose Bivouac. Je fais un peu de vélo, mais j'ai jamais vraiment fait d'ultra de manière de distance aussi concentrée. Ça serait quoi la meilleure approche? Alors, je pense déjà de nous suivre sur Instagram, parce qu'il y a vraiment ce truc pour donner de conseils pratiques, mais aussi d'inspiration pour se dire mais en fait je peux le faire. Et ensuite de faire une échappée, ouais, c'était trop cool. Il y a toutes les personnes, c'est assez impressionnant, toutes les personnes qui ont participé à une échappée cette année se sont inscrites pour faire la pasta. Alors quand je dis toutes, c'est pas vrai, c'est pas 100%, mais genre il y a vraiment, je pense 80% des gens qui avaient fait les week-ends sont venus. Ouais, c'est assez ouf. Et notamment parce qu'ils se sont créés des gangs, mais pendant les week-ends. Mais après, tu les voyais, tu vois, ils partaient en week-end ensemble pour s'entraîner, etc., ou pour kiffer. Énorme. Et en fait, ils se sont retrouvés sur la pasta. Et là, encore une fois, là, avec Charlotte, on se dit, mais voilà, ça, c'est vraiment, c'est ce qu'on veut, quoi. Des potes. Les gens, ils se rencontrent sur un vélo, ils veulent vivre fort et ensemble, mais c'est ça. Et ouais, du coup,
Du coup, il faut s'inscrire à des flashs. Il y a plusieurs formats de flash. Il y a des flashs aussi en mixité choisie, juste entre femmes. On en a fait une il y a 2 semaines. Ça s'appelle le Zouzistan. Et ça, pareil, ça permet à plein de femmes de donner confiance et l'impulsion pour aller vers peut-être des groupes mixtes ou aussi pour se tester sur un premier call ou tout comme ça. Et il y a des flashs mixtes, voilà. Et on va bientôt, on va les annoncer prochainement. Trop bien. Bah, s'il y en a qui veulent passer à l'action, le lien est en description du coup. Je conseille vraiment la newsletter. Franchement, la newsletter, je sais pas qui l'écrit, mais c'est Charlotte. C'est vrai. Bah, ouais. Bravo Charlotte si tu nous écoutes, parce que le style est toujours. Je trouve que le style est vraiment très sympa, parfois un peu décalé et tout. Enfin, très agréable à lire. Donc, foncez aussi. Je pense que la newsletter, depuis le site, on doit pouvoir facilement. Normalement. Ouais, voilà. Tout en bas, carrément. Okay. Donc très facile. Trop bien. Et ben, franchement, Caro, un immense merci. Ça m'a fait super plaisir que tu reviennes. Très, très intéressant de t'entendre raconter déjà forcément la Silk Road, parce que c'est tout frais et c'est quand même, il y a quand même pas beaucoup de gens qui s'alignent au départ d'une course comme ça. Et méga intéressant aussi de voir finalement ce message, tu vois, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en lien avec ma pratique du moment. Ça n'a pas fonctionné, je rebondis, ça marche. Enfin, c'est aussi un message qui est très inspirant, tu vois, de dire les succès, ça arrive pas comme ça tout de suite d'un coup. Et c'est quand même hyper complexe, surtout en France, l'entrepreneuriat. Donc, il faut bien s'entourer. Super message, en vélo comme en entrepreneuriat, l'important, c'est les gens de qui on s'entoure. Ouais, complètement. Un immense merci, Caro. Est-ce que toi, il y a un petit mot de la fin, un message que tu voudrais faire passer ? Non, merci beaucoup à toi. J'aime beaucoup cette idée de se retrouver tous les 2 ans. et en message, là, comme ça, je me dis que moi, ce que j'aime bien, c'est de voir que les rituels, c'est ce qui paye le plus dans la vie. Genre, remettre sur le métier au quotidien des tâches et finalement arriver à un truc immense qu'on pensait pas, qu'on n'avait même pas en tête de faire ou de pouvoir faire. Voilà. Donc, vive les rituels. Ouais, complètement. Merci. L'effet composé, s'il y en a qui veulent aller creuser, il y a pas mal de livres là-dessus, mais sur l'impact des effets composés, c'est exactement ça. Ouais. Impact dans le temps. Génial. Bah écoute, merci beaucoup Caro. Bon développement pour la suite de Bivouac, de toutes tes aventures. Et puis on se donne rendez-vous dans 2 ans. En parlant de routine, c'est bon, on met celle-là en place. Très bien. Merci Caro. Beaucoup.